Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'intelligence artificielle et surtout, est-ce que l'IA remet-elle en question la stratégie éditoriale? Et on va plonger au cœur de la stratégie de contenu qui fonctionne à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est un bon programme, on a 1 heure top chrono pour l'aborder, donc on va être efficace. Et les hosts du jour, eh bien, nous avons Sonia Vignon qui va se présenter juste après et moi-même, Julien Deromeaux. Donc, je suis le fondateur d'une agence digitale qui s'appelle Pilotine, qui existe depuis 12 ans, 28 collaborateurs. On est spécialisé dans la création de sites web avec WordPress. On est aussi un organisme de formation qui va former sur l'intelligence artificielle, qui va former sur la création de sites web avec WordPress, sur HubSpot, sur pas mal de choses. Et eh bien, ce sujet de la création de contenu en lien avec les sites, ce sujet de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui revient très régulièrement sur l'ensemble de nos projets. Et j'avais envie bien, d'avoir l'avis d'un expert, d'une experte et d'avoir du coup pas mal de tips pour gérer correctement ce genre de projet. Et donc, c'est pour cela que nous accueillons, et on peut l'applaudir, Sonia Vignon. Sonia, je te passe le micro, je te laisse te présenter et après, eh bien, on attaquera le sommaire de ce webinaire. Qui es-tu alors? Merci. Eh bien, Sonia Vignon, moi, je dirige aujourd'hui 2 entreprises. La première s'appelle Oxymore & More, la seconde, Roméo et Colette. J'ai une formation de linguiste sémanticienne et rhétoricienne, ce qui veut dire que le mot juste et le juste mot, c'est vraiment ma passion, ma vie. Bon, du coup, mon expertise, en tout cas, on espère. On dira ça dans 1 heure. Ouais. Et en tout cas, c'est le fer de lance de tout ce qu'on produit et de tout ce qu'on fait. C'est le fait de dire aujourd'hui, les mots ont un sens. Et surtout, moi, je suis formée à la neurolinguistique depuis quelques années. Les mots ont un effet cognitif sur les gens. Et donc, bien maîtriser les mots que l'on utilise et les faire en toute conscience, ça permet d'être compris de la manière dont on espérait l'être et surtout d'être entendu et pas seulement écouté. Incroyable. Et du coup, pour la petite histoire, eh bien, j'ai rencontré Sonia au CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Lyon. Et Sonia a été même ma marraine. Alors, je pense que c'était il y a 7 ou 8 ans. Et comme quoi, tu as été du coup une bonne marraine, je pense, parce que 8 ans après, je suis toujours au CJD. C'est incroyable. Donc voilà, un super réseau d'entrepreneurs qui aide à former les entrepreneurs de demain et à penser à la performance globale. Donc, c'est top. Et aussi, Sonia, je l'ai recroisée plus tard, puisque on a travaillé avec des clients qui sont passés par Sonia et à chaque fois, ils me disaient, voilà, maintenant, on est sûr de comment on s'adresse aux autres, comment on présente l'entreprise. On a plein de super supports, documents maintenant, où on arrive vraiment à bien se présenter. Notamment, je pense à un notaire, une société dans l'immobilier que tu as accompagné, qui nous ont fait super retour. Donc, c'est pour ça que c'est notre experte du jour. Et de quoi on va parler, Sonia? Eh bien, on va parler de pourquoi la stratégie éditoriale reste essentielle, même à l'heure de l'IA, pour aligner nos contenus avec nos objectifs. On va parler des moments clés pour justement travailler sur cette réflexion humaine et pour créer, pour cette création sur mesure. Et du coup, quel process on met en place pour pondre justement tout ce travail qui va nous être extrêmement utile pour potentiellement le donner à l'IA et faire de magnifiques textes après. Et ensuite, on verra comment utiliser l'IA comme un assistant puissant. Ce n'est pas lui qui va tout faire, mais comme un assistant. Et quelques tips pour l'exploiter correctement, pour miser sur tout ce travail qui aura été fait en amont. Et bien entendu, un temps de questions-réponses. Est-ce que tu es prête, Sonia? Grave. Toutes les personnes qui sont présentes sont prêtes aussi, j'espère. Attention, c'est parti, mon kiki. Alors, première question, Sonia. Pourquoi une stratégie éditoriale reste essentielle pour aligner vos contenus à vos objectifs? Alors là, je vais faire une réponse. Je sais que chez Pilotine, vous êtes un peu comme nous chez Oxymore. Les pas de côté, ça vous fait pas peur. Je vais faire une réponse qui va sortir complètement du cadre professionnel. Parce que je me rends compte que souvent, pour mieux comprendre des choses un peu techniques, quand on les ramène dans la vie du quotidien, les gens font « mais c'est bien sûr ». Parce qu'on se met des contraintes du moment qu'on parle pro qui, en fait, sont plutôt des contraintes de nous-mêmes à nous-mêmes. Donc, la stratégie éditoriale, et donc là-dedans, la stratégie, en fait, c'est exactement comme si demain, toi, Julien, alors, c'est hypothétique, hein, mais c'est comme si demain, tu te mets sur Tinder. Tu te dis, allez hop, tu te mets sur Tinder.
En cas marketing, c'est le meilleur cas marketing possible. Tu te connais très bien, tu connais le produit par cœur, fait 40 ans ou pas tout à fait, que tu le maîtrises, donc tu le connais. 34, ne me rajoute pas des années. Oh putain, la vache, t'es jeune. Sonia a 70 ans d'ailleurs, pour information. C'est clair, exactement. Là, c'est l'âge ressenti, tu vois. Âge réel, non, mais ressenti, oui. Mais bon, tu connais le produit depuis 34 ans, tu le maîtrises par cœur, tu es gratuit, sur les trucs, tu es gratuit. Prix d'appel parfait. Et surtout, il y a des contraintes techniques données par l'outil plateforme qui font que tu as quand même un cadre. Donc, en cadre marketing, on est sur le cas idéal où tout le monde va dire, bah ouais, and so what. Là, à la limite, l'IA peut le faire très bien. Sauf qu'en fait, avant ça, il va falloir quand même que tu détermines pourquoi tu es sur cette plateforme. C'est-à-dire que soit tu viens parce que tu as envie de faire un tour du monde du rencard en 80 jours, et dans ces cas-là, tu vas avoir une stratégie de la légèreté, donc tu vas avoir une sémantique de la légèreté, du fun, du flex, des choses comme ça. Tu vas avoir des photos en maillot de bain, sur un surf, et tu vas faire des sports solo, parapente, un peu fun, un peu dangereux, sympa, léger. C'est tout moi. Sauf les abdos sur la plage, malheureusement. C'est ça. Bah, sauf l'appli, déjà, rappelons-le. Et puis, il est possible que si tu ailles sur cette plateforme, tu y vas parce que, en fait, ce que tu veux, c'est The Scénic, The Labrador, The Maison de banlieue. Et là, clairement, ta stratégie n'est pas la même puisque ton public final n'est pas le même. Et dans ces cas-là, tu vas utiliser des mots de co-construction, de temps long, de partage. Tu vas être habillé sur tes photos et tu vas faire de la rando. Oui, tout le monde dans le même sens et en avance. Et en fait, famille, ça, si je te le dis là, ça te semble logique. C'est exactement la même chose pour une entreprise. Souvent, on ne prend pas la peine de se dire, mais en fait, quel est mon objectif de communication? Pourquoi je communique autour de ma boîte? Et en fait, le moment où je le fais va déterminer mon public, tour du monde ou scénique, et en fonction de ça, ma sémantique. Et une fois que j'ai fait ça, je peux dire à l'IA, voilà mon petit chat, voilà ce qu'il faut faire et voilà les personnes. Et après, c'est un assistant qui est très bon quand tu lui donnes les bonnes consignes. Mais si tu n'as pas fait au préalable cette stratégie de pourquoi je suis là et qu'est-ce que je veux obtenir, personne ne pourra le savoir à ta place. C'est vraiment quelque chose qui, là, pour le coup, est propre à notre humanité. C'est beau. C'est beau. Magnifique. J'arrive encore à t'éblouir 8 ans plus tard. Donc là-dessus, on est bon. Et du coup, tu avais une petite slide pour parler de l'hyper-excellence du choix. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, si je ne me pose pas de questions au préalable, je subis un tout petit peu. Je subis ma com, mon marketing, mon site internet. Je dois le faire. Donc, je le fais. Mais dans la vie de tous les jours, quand on doit faire du sport, on le fait un peu. Quand on va faire du sport parce qu'on a envie de faire du sport ou parce qu'on a un objectif, ça prend un sens différent. Et c'est l'hyper-excellence du choix. C'est-à-dire à partir du moment où je fais quelque chose en conscience et par choix, alors je peux choisir avec beaucoup plus de précision comment je le fais, de quelle manière je l'adresse, avec qui je le fais. Et là, ça devient un outil extrêmement puissant. Mais la réflexion préalable, personne ne peut l'avoir à part moi, quel que soit le sujet d'ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je dis beaucoup que l'IA est un super outil, mais parce qu'elle ne fera pas la réflexion préalable, tout simplement. Oui. Et alors du coup, l'IA est un super outil, mais les gens se sont énormément habitués à ça. Qu'est-ce que tu penses de l'état actuel des contenus qu'on trouve sur les sites internet et tout ça depuis que l'IA est devenue l'arme ultime pour créer son contenu? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, forcément, j'ai un biais cognitif. Bah oui, parce que tu as fait des études de linguiste. Est-ce que par hasard, la réponse ne serait pas dans la question, Julien? Je te le demande. En fait, ce que j'en pense, non. Ce que moi j'en pense, à la limite, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est ce que les autres en pensent. Ça veut dire que forcément, je fais pas mal de veille. Et aujourd'hui, je vois fleurir de plus en plus de contenu sur LinkedIn. Je vais rester sur ce réseau-là qui est le réseau pro. Qui disent mais j'en ai marre des textes pondus par l'IA, mais arrêtez de faire ça, c'est insupportable. Parce qu'en réalité, ça se voit. Ça se voit. Quand il n'y a pas eu au préalable de réflexion, de création de chartes lexicales, de mots, enfin bref, de calendrier éditorial, de ligne éditoriale, de pensée, ça se voit. C'est-à-dire que ChatGPT écrit comme ChatGPT. ChatGPT peut écrire mieux que ChatGPT.
si on lui donne les éléments pour le faire. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'eux sont capables de s'améliorer en continu, ce qui n'est pas du tout notre cas. Parce que quand même, on a vu un truc qui s'appelle nos ex-maris, qui sont quand même moins capables de s'améliorer en continu, mais l'IA, elle sait le faire. Et ce serait génial de pouvoir donner une charte. Ce serait génial de pouvoir donner une charte aux gens. Tiens, on pourrait avoir notre charte personnelle. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà accompagné des gens à faire sa charte personnelle pour se présenter soi-même quand on parle de personal branding? J'en ai fait beaucoup, mais plutôt après avoir fait celle de la boîte, parce que notamment dans des métiers qui sont des métiers en surreprésentation et ou très intuitu personnel, ce que je vais dire doit résonner. Le moment où je vais pitcher, je déteste ce mot, mais le moment où je dois pitcher, en fait, il ne faut pas que je pitch. Il faut que je sois authentique. Parce que si je résonne, si ce que je dis, on sent que je le pense, que je vibre, alors je vais marquer les esprits. On n'est pas dans une ère de communication et c'est ça qu'il faut savoir. On est dans une ère de silence. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui peut communiquer, l'IA peut le faire très bien. Et ceux qui se démarquent, ce sont ceux qui maîtrisent assez le mot pour faire peu et mieux. Et donc, le silence, parfois, prend beaucoup plus d'espace que le kilomètre. Et je pense que quand je parle d'hyper-excellence du choix, c'est aussi parfois le choix de se taire. De dire là, je n'ai pas de valeur ajoutée, je ne vais pas demander à une IA d'en donner. Il n'y en a pas. C'est OK. Et moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui marchent bien mieux en disant en 4 mots quelle est la singularité de ce qu'ils font qu'en pondant 3 km de site Internet avec des mots valises que personne n'incarne et que personne ne prend en compte. J'explique la notion de mot valise quand tu veux, d'ailleurs. Eh bien, c'est parti. Sonia, est-ce que tu peux nous parler de mots valises, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Je te remercie de me poser la question. En fait, les mots valises, donc, juste, on va faire un tout petit peu de neuro, mais je vous promets, ça va être allez, va pas trop loin, va pas trop loin. Court et sympa. Comment fonctionne le cerveau? Tout simplement, aujourd'hui, mes yeux ne voient pas et mes oreilles n'entendent pas. Si je m'arrache, je ne le ferai pas, mais si je m'arrache un globe oculaire, je le pose sur la table, il n'y a pas d'image. Ils ne voient pas seuls, mais ils envoient des micro-signaux électriques à mon cerveau qui, lui, en fait une image. Le langage fonctionne exactement de la même manière. Les mots que tu dis, je vais les projeter sur un écran de cinéma interne. Je vois ce que tu dis. On va faire un test. Là, si je vous dis boucher charcutier, tout le monde a visualisé un boucher charcutier. Et tout le monde a visualisé un homme moche, parce que je suis désolée, c'est un biais, mais le boucher charcutier n'est pas Brad Pitt. Gras, tu vois, un peu gros, et avec un truc blanc avec plus ou moins du sang dessus. Tout le monde l'a eu, je vous jure, tout le monde. Pourquoi? Parce que ça, c'est un mot clair. On a des mots dans notre cerveau, on range nos mots dans une espèce de commode qui s'appelle les champs lexicaux. Celui-là, il va dans un tiroir, tout le monde a le même. Facile, tu ouvres le tiroir, même écran de cinéma. Et puis, il y a ce qu'on appelle les mots valises. Tu ouvres le tiroir, tout le monde met ce qu'il veut dedans. Et donc, dans les mots de l'entreprise, je vais vous en donner 3-4, comme ça, pour illustrer. En entreprise, les mots valises, bienveillance, confiance, agilité, et un 4e qui, en ce moment, tend un petit peu tout le monde, transformation. Transformation, mais je transforme quoi pour aller où? Enfin, voilà. Et donc, ça, ce sont des mots qui sont des jolis mots quand ils sont explicités, mais tant que c'est une valise dans laquelle chacun met ce qu'il veut, ça ne marche pas. Ok, merci pour cette belle description de mots valises. Et puis, bien entendu, on s'excuse auprès de tous les bouchers charcutiers qui ont pu être choqués par ce que tu as dit. Et je ne cautionne pas ce que vient de dire Sonia auprès de mes amis bouchers charcutiers. Je me tire une balle à moi-même quand tu dis neurolinguiste, les gens voient une vieille prof de latin en tweed gris. Tout va bien. Voilà, avec 1 million de livres autour d'elle et toute pourrie et tout, nickel. Eh bien, parfait, je pense qu'on peut passer au sujet suivant puisque plusieurs fois, tu as quand même abordé un petit peu cette thématique. Tu as parlé d'une charte lexicale. Moi, je parle en général avec mes clients de plateforme de marque, de charte éditoriale, de tous ces mots-là un peu. On a plein de termes un peu pour désigner tout ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît, un peu les moments clés pour miser sur la réflexion humaine et la création sur mesure et nous expliquer un petit peu le process de comment tu fais, parce que ça fait quand même partie de ton savoir-faire, de tes prestations. Donc, en gros,
Voilà, comment tu accompagnes tes clients et c'est quoi un peu les livrables qu'il faut obtenir pour, comme c'était l'objectif, dire comment après donner quelque chose à cette IA pour qu'elle soit encore plus performante. Alors nous, aujourd'hui, chez Oxymore, on est 8. Donc Ouais. déjà, c'est important. C'est pas forcément moi, j'adorerais être une petite dictatrice avec une couronne, mais ils m'ont dit non, c'est nul. En revanche, ce qu'on fait, nous, c'est un préalable à ce que tu fais toi, et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller identifier avec le dirigeant ou l'équipe qu'on appelle d'ambassadeurs, hein, c'est-à-dire plusieurs personnes de l'entreprise, quelle est la singularité de l'entreprise? Parce que ça peut être dans la manière dont on fait notre métier, ça peut être dans un domaine d'excellence qui n'est que le nôtre, ça peut être dans un choix qu'on fait de management, d'environnement, enfin, peu importe. On a une singularité tous autant qu'on est, et souvent, on ne sait pas la nommer. Parce qu'on va dire, vas-y. Est-ce qu'on n'a pas une question d'ailleurs est-ce qu'on n'a pas d'ailleurs une question pour les participants? Est-ce que tu pourrais juste préciser, parce que tu as parlé de singularité, est-ce que tu peux préciser ce qu'est une singularité et après on va poser une super question à tout le monde. Exactement. Bah, typiquement, singularité, mot valise, tu vois, j'aurais dû la définir mieux, je te remercie. Mais la singularité, c'est ce qui fait de moi mon unicité. Et c'est clairement la différence entre différence, justement, et différenciant. Quand je parle de différence, je me compare à l'autre, puisque je me dis différent. Ce qui veut dire que j'érige l'autre comme modèle. Je suis différent de mon concurrent, c'est donc mon concurrent la référence. Et c'est ça que ça induit en euros, hein, c'est ça que ça induit en biais cognitif. Donc, ça, malgré tout, ce qui est très humain, on fait tout ça. Moi, tout le temps, j'arrive chez mes clients, ils disent « Alors, on est allé regarder le site de Bidule, le site de machin. Alors, nous, on ne fait pas pareil. » Super, je suis ravie d'apprendre que vous ne faites pas ça, mais j'aimerais savoir ce que vous faites. Et du coup, le différenciant, c'est la singularité. Qu'est-ce qui fait de moi que je suis unique dans la manière de faire, de vivre, de choix, peu importe. C'est mon unicité. C'est ce qui fait que mon entreprise est unique. Même une entreprise de 1000 personnes, elle est unique quelque part dans ce qu'elle fait comme choix, dans son histoire. Et donc, c'est exactement ça la singularité. Ça n'est pas ma différence. Je ne peux pas être différent de l'autre. À la limite, l'autre ne m'intéresse pas à ce moment-là. Mais c'est plutôt mon différenciant. Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Qu'est-ce qui nous définit? Et du coup, on a une petite question pour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà bien identifié, puis nommé, Sonia insistait sur nommer, la singularité de votre entreprise? Donc, vous avez la réponse oui, non ou la réponse D. Allez-y, je vous laisse voter. Donc, pour l'instant, nous sommes… Ah, il y a quand même du monde. Alors, à peu près 50% qui ont répondu oui, 30% non, et il y a quand même des réponses D. Donc, on se demande, c'est qu'ils ont peut-être tenté de définir un petit peu, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Mais on a quand même une majorité de personnes qui ont identifié puis nommé leur singularité. Et tu vas peut-être, ça peut être une question intéressante pour toi, Sonia, tu dois rencontrer pas mal de gens qui te disent oui, on a déjà bossé dessus et tout ça. Et est-ce que souvent c'est quand même plutôt bien fait? C'est les gens qui pensent l'avoir fait, est-ce qu'ils l'ont suffisamment bien fait ou en vrai, ça demande un peu plus de taf en général? Alors non, en général, c'est plutôt bien fait parce que les gens vraiment qui l'ont fait, déjà ont fait cet effort de réflexion qui est quand même très remarquable. C'est-à-dire que prendre le temps d'aller réfléchir à la singularité, on ne le fait pas toujours et c'est déjà remarquable en soi. Après, malheureusement, on a parfois un biais cognitif qui est de dire il y a des mots un peu obligatoires en entreprise et donc on tourne dans une espèce de code sémantique qui est toujours un peu le même, plus ou moins, et qui fait que parfois on manque de précision autour de sa singularité en ayant vraiment des mots qui n'appartiennent qu'à nous parce que, alors, ma boîte s'appelle Oxymore, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, un oxymore, c'est donc deux mots qui, pris séparément, ont un sens opposé ou contraire et qui, ensemble, créent un nouveau sens plus puissant. Et donc, c'est ça, en fait, c'est que la singularité, formidable, mais après, la nommer, c'est pour ça que j'ai autant insisté, en effet, sur le fait de nommer, ça peut être aussi d'aller vraiment chercher des mots. Bon, l'oxymore le plus connu, c'est quand même le silence assourdissant. Mais on le voit ce que c'est qu'un silence assourdissant. Et pour le coup, tout amoureux qui a attendu un texto, un appel, peu importe, sait ce
que c'est que ce silence assourdissant qui prend toute la place? Et c'est bien plus fort que le silence. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que identifier la singularité, c'est déjà très chouette et c'est déjà très bien. Et après, malheureusement, parfois, et ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, on tourne sur des mots qui ne sont pas tout à fait représentatifs de ce qu'on voulait dire. Et notamment, moi, j'ai pas mal d'entreprises autour de nous qui disent nous, c'est le professionnalisme. Et ma réponse est toujours la même, de dire, mais est-ce que tu connais une entreprise qui arrive et qui te dirait, non, mais nous, on est des margoulins. Hein, nous, on est à l'arrache, nous. Nous, on est à l'arrache. Alors, nous, je vais vous dire, on va prendre la thune et on va se barrer avec. Donc, évidemment pas. Donc, est-ce que professionnalisme, par exemple, peut faire partie d'une charte lexicale? Eh bien, déjà, je peux répondre à cette question, c'est non. Puisque tout mot que l'on ne peut pas dire à l'inverse n'a pas sa place dans la charte lexicale. Clairement, professionnalisme, aucune entreprise ne dira on est des gros nuls, vous pouvez la virer, ça ne sert à rien. J'en ai un là, pour toi en challenge, c'est humain. Les gens qui disent ouais, on est humain, pardon. taille humaine, humain, machin, qu'est-ce que t'en penses ça? Oui. Ben ça, en fait, ça fait partie des mots qui ont été totalement galvaudés, mais comme bienveillants d'ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est rare qu'on y croit? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Et alors, c'est là que c'est particulier. Moi, la plus grande frustration de mes clients, c'est quand ils me disent « Non, mais nous, on le fait vraiment. Non, et nous, on le fait pour de vrai. » Et on voit plein de gens autour de nous qui disent que oui, mais qui ne le font pas. Et c'est ça le problème du langage aujourd'hui, c'est qu'il a aussi été utilisé à contresens pour faire ce qu'on appelle le greenwashing, le fameux greenwashing, mettre de la paillette dans mes yeux, Kevin, tu vois, et évidemment, ça ne marche pas. Le problème de « on est à taille humaine et on fait de l'humain », c'est que ça ne veut rien dire. Déjà, je fais de l'humain. Si tu n'es pas une femme enceinte, ça n'a pas de sens. Tu ne fais pas de l'humain. Je n'avais pas pensé à ça. Et voilà. Et tu vois, mais en fait, le truc, c'est que quand on commence à en parler, on se rend compte très vite qu'on utilise beaucoup de mots dont on n'a pas mesuré que c'était des non-sens. Mais parce que tout le monde le fait, il y a une sorte de code social aussi. Et bien, faire de l'humain, non-sens, tu ne fais pas de l'humain. Alors, sauf si parmi nous, il y a des femmes enceintes, auquel cas, bravo mesdames, vous faites de l'humain. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai été, moi, jury d'un concours de pitch. Il y avait beaucoup d'indépendants, et notamment beaucoup de courtiers en assurance, en immobilier, qui assumaient assez peu, finalement, le fait de « je fais gagner de l'argent à mes clients », ce qui est globalement ce qu'on demande à un courtier. Moi, le courtier, il arrive, il me dit « je fais gagner de l'argent à mes clients », je me dis oh, « bon courtier ». Mais eux, ils n'osaient pas, et du coup, tous, mais vraiment tous, on dit à un moment, mais bon, moi, mon différenciant, c'est que je fais de l'humain. Moi, je suis humain, moi, j'écoute mes clients, moi, c'est pas pareil. Moi, je les conseille. Moi, je les conseille. Mais c'est ton métier, mon petit chat, donc quelque part, j'espère que tu le fais. Et donc, moi, je préférais que tu me dises quelle est la méthode que tu utilises pour, je ne sais pas, pour avoir un meilleur taux. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, mais peu importe. Mais à ce moment-là, par exemple, c'est eux qu'ils essayaient de rassurer plus que nous. Et donc, forcément, ça ne marche pas. Donc, quand on parle d'humain, c'est souvent parce que soit on veut rassurer en face de soi, soit on veut masquer une réalité qui n'est pas très humaine. Dans tous les cas, les boîtes très humaines, souvent, ne le disent pas parce qu'elles le sont. Oui, par exemple, un des tafs qu'on a chez Pilotine, en général, quand on travaille sur les sites de nos clients, on aime bien les accompagner sur d'humaniser leur site internet, leur entreprise, de valoriser l'expertise des collaborateurs. C'est pour ça qu'on leur dit toujours, faut mettre des vraies photos, ne faites pas des photos avec de l'IA, n'achetez pas des photos sur Internet, prenez un vrai photographe qui va faire des vraies photos. Ça valorisera plutôt l'expertise, le conseil, le service que vous apportez et tout ça. Mais on ne va pas marquer en gros cette entreprise est humaine. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient souvent quand les gens parlent de Pilotine. On parle plutôt d'une certaine proximité. Parce qu'on a mis des photos des collaborateurs de partout. C'est toujours le conseil de Romain, le conseil d'un tel. C'est ça. Et ça, parce qu'en fait, être humain, c'est juste être un être humain. Et donc ça le fait. C'est ça. Ok. Alors, on va reparler de process un peu et tu as une super méthode. Est-ce que tu pourrais nous partager la méthode POMP? Ouais. Alors, le nom est affreux. On a déjà fait, je vous le dis, on a déjà fait toutes les blagues sur ça. On les a toutes eues. Et mes clients font des pompes et blablabla et blablablou. On a tout eu. Public, objectif, message, piège. Tout part du public. Si on doit retenir une chose aujourd'hui, selon moi, c'est que tout part du public. En fait, souvent, quand on communique, on prend le problème à l'envers, c'est qu'on se dit qu'est-ce que j'ai envie de dire.
qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux faire passer, qu'est-ce que je. Mais en réalité, s'il n'y a personne en face pour écouter, vous pouvez bien dire ce que vous voulez, ça n'a aucun intérêt. On revient à notre kilomètre de ChatGPT qui n'a pas sens si en fait il n'y a personne pour le lire parce que vous avez saoulé tout le monde à publier à tout va. Et en fait, c'est un peu le sujet. Donc, c'est d'abord le public. Mon fameux Tinder, est-ce que je veux quelqu'un qui veut du léger ou est-ce que je veux quelqu'un qui veut un scénique? Mais en réalité, tout part de là. Et j'aime bien mettre cet exemple-là de la vie quotidienne parce qu'en réalité, quand vous rentrez chez votre boulanger, vous adaptez tout de suite votre sémantique et votre tonalité au fait de « Ok, mon public, c'est mon boulanger. Mon objectif, c'est de repartir avec une baguette de pain. Mon message, c'est « Pourriez-vous me donner une baguette de pain, s'il vous plaît ?» Et le piège, éventuellement, c'est de mal m'exprimer et de le laisser me conseiller un mauvais truc. Mais la première chose à laquelle on doit penser, ça n'est pas nous, entreprise, voilà, c'est l'autre. À qui on veut parler? Quelle typologie de clients, de réceptacles, de récepteurs on veut aller chercher? Et le bon émetteur, c'est celui qui maîtrise son récepteur. Ok. Et des fois, effectivement, les entreprises, elles ont du mal à définir ce que nous, on appelle les personas. Toi, tu as mis public. Oui. Mais parce que voilà. ce n'est pas du tout des personas. Alors, là, par contre, alors quelle est la différence entre les personas et le public? Vas-y, c'est parti. Eh ben, en fait, les personas, déjà, c'est souvent plutôt utilisé en marketing et pas du tout en linguistique. Et ce sont quand même souvent des choses un peu génériques. Je vais vous donner des exemples assez précis. Il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné une entreprise dans laquelle il y avait des tensions sociales. Bon. Et ils disent, là, on ne comprend pas, on a une newsletter interne, elle n'est jamais lue. Okay. Pas cool. Pas cool. Quel est ton public? Je ne peux pas te dire. Dans le lot, on a des techos, on a des ingés, on a des dirigeants. Enfin, tu vois bien qu'il n'y a pas un seul public. Alors si, ton public, ce sont des gens qui vivent des tensions sociales fortes et qui se sentent en danger, en insécurité au travail en ce moment. En ce moment, ça va changer peut-être, ce n'est pas la question. Mais le public, c'est comment ça va, comment je me sens. Ce n'est pas un âge, un métier, c'est jamais le métier, jamais la fonction, jamais l'âge ou le sexe. C'est le ressenti. Donc, c'est ce que tu mets là, l'état d'esprit de la personne. Exactement. Mais en fait, le plus dur quand on veut définir son public, ce n'est pas de définir son public, c'est d'accepter de ne pas se mentir, c'est d'accepter d'être honnête. Et là, les dirigeants, quand je leur dis, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas en confiance et qui sont en insécurité, ils n'ont pas envie de l'entendre. Pour eux, leur boîte, elle est super, ils devraient tous lire leur newsletter parce que youhou! Sauf que ça n'est pas le cas et que se mentir ne va pas changer l'état émotionnel du public. Ça marche en interne et en externe, hein, bien sûr. Et donc là, je leur dis, pour ce prochain numéro de la newsletter, vous parlez à des gens en insécurité. Il faut arrêter le « ouais, super, on est trop fort, on a fait plus 12, on a fait machin ». C'est pour ça qu'ils ne vous lisent pas parce qu'ils ont envie de pleurer quand ils vous lisent. Ça ne marche pas. Et donc, on a fait une newsletter totalement orientée. On traverse tous ensemble quelque chose de difficile. On va y arriver tous ensemble et on reconnaît la difficulté du moment. Taux d'ouverture dingue, retour dingue. Parce qu'en fait, on a juste été honnête sur comment vont les gens qui veulent que l'on veut toucher. Comment vont les gens auxquels on parle. Point. Mais donc, du coup, ce pompe… ça a l'air de rien, c'est magique. Alors, oui, c'est magique, mais du coup, de ce que je comprends, c'est pas avec cette méthode-là que tu vas faire une charte lexicale. Ça, c'est ce qui va te permettre d'ajuster ton message pour pas du tout. chaque… C'est le préalable à la charte lexicale, c'est de là qu'on part. Parce qu'en fait, quand j'ai bien défini mon public, notamment sur de l'externe, hein, là, si on fait un externe, je définis mon public. Bon, je suis sur je veux du tour du monde. Bon, je veux du tour du monde, du rencard. Là, je veux ça. Donc, je suis sur du léger. Donc, qu'est-ce que je veux obtenir? De la légèreté, des rendez-vous faciles. Là, l'objectif, c'est le rendez-vous. OK? Et le message, c'est je suis en adéquation à ton état d'esprit. Et donc, de fait, c'est là que je vais aller chercher mes mots. OK. Parce que l'état d'esprit du public, il ne change jamais. Parce que là, il y avait les tensions sociales, mais peut-être dans 2 ans, ça ira mieux. C'est parce que j'étais en interne.
D'accord, ok, ok. Bah, Je vous donne un exemple. est-ce qu'on pourrait prendre un exemple d'une boîte Je peux t'en prendre dans deux. le domaine de l'immobilier, enfin, je sais pas, ce que tu veux, soit En prendre deux. l'industrie. Vas-y, donne des exemples. J'en ai plus. Tous mes Ouais, clients sont exemples. Mais je vais te prendre deux, le c'est bien. premier. Le premier, c'est nous. Je suis bien placée pour en parler. Ok. Oxymore, on a un public. Pour que les gens soient clients chez nous, il faut qu'ils aient quand même une compréhension de l'importance du mot et qu'ils aient déjà testé par eux-mêmes parce que leur site a un reach tout pourri, peu importe, voilà, que le mot est un levier important. Ce qui veut dire qu'on n'en parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pars du principe que je parle à des gens qui savent que le mot est important. Et donc, mon objectif, c'est de désacraliser la neurolinguistique, sinon ça ne va pas marcher, on ne va pas y arriver. Et donc, le message, c'est la linguistique, c'est fun. D'ailleurs, ça fait une demi-heure qu'on se parle. J'ai dit des gros mots, j'ai pris des exemples totalement hors cadre. C'est-à-dire que ma charte lexicale à moi, elle est alignée avec mes convictions et moi-même, et deux, en adéquation avec le public que j'estime être le public auquel je peux parler. Des gens pour lesquels le mot a déjà de l'importance et pour lesquels je n'ai pas de pédagogie à faire autour de ça, mais plutôt une libération du complexe. Ok. Et les pièges? Et là, le piège, pour le coup, c'est de se heurter à des gens très KPI, qui vont te dire ouais, ça, en fait, je vais le faire par je ne sais pas qui dans la boîte parce que c'est que des mots. Ok, ça marche. Et alors, si tu prends un autre exemple, du coup, pour qu'on puisse comparer. Écoute, tu parlais tout à l'heure du notaire. C'est un bon exemple, je trouve, parce qu'il y a des gros biais cognitifs autour du notariat quand même. Ouais. Et donc lui, je lui dis, ton public, ce sont des gens qui sont persuadés qu'en fait, tu fais payer 3000 balles un acte que tu as copié-collé et dans lequel tu as changé une adresse et deux noms. Donc autant dire, ça fait cher le copier-coller. Et donc ton objectif, c'est de dire tout de suite la qualité que tu apportes de différente dans les actes que tu rédiges parce que tu les rédiges. Et donc le message, c'était, on a du sens dans ce qu'on fait, on donne du sens au fait même de faire un acte notarié qui est a priori un truc administratif, pas vecteur de sens. Et donc, on lui a fait par exemple sa baseline qui est donner du sens et du bon sens à vos actes. Ok. Et les pièges pour le notaire, du coup? Pareil, c'est d'avoir des gens qui s'en foutent et qui veulent juste un acte notarié. Ok. D'ailleurs, si on parle du même notaire, si je le connais bien, il déteste faire les trucs en visio, il veut rencontrer ses clients, il veut qu'il y ait vraiment de l'échange, de l'humain. Bon, alors, il n'était pas enceinte à ce Mais il moment-là, ne le dit pas. Ouais, voilà. Il ne le dit pas, il dit qu'il Il veut donne du vraiment qu'il y ait... sens aux actes. C'est Et ça, et pardon, qu'il y ait du relationnel, quoi. ouais. Et même une fois, je crois qu'il y avait un client qui voulait faire tout en visio, il n'en avait rien à cirer, il a préféré pas le prendre en disant c'est pas comme ça que je vois mon métier pour Mais justement par donner du exemple, sens. dire que tu donnes du sens aux actes, c'est plus fort que dire que tu fais de l'humain. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok. Et alors du coup, comment tu travailles ta charte lexicale un peu? C'est combien de temps ça prend, qu'il faut impliquer, combien ça coûte, combien ça rapporte, même si tu n'aimes pas les KPIs et tout ça, tout ça. Non, mais je les aime pas les KPI, mais après, je vis pas dans le monde des bisounours. Donc, non plus. Pourtant, il y a des paillettes dans ton mouton là. Oui, parce que justement, en fait, le truc, c'est que, et c'est un peu le problème de l'IA, c'est qu'on peut vite faire du moutonnage. C'est-à-dire que malgré tout, ça va très bien structurer des choses. Et puis, bon, voilà, tout le monde va être capable de faire la même chose très vite. Moi, je fais un podcast sur Oxymore qui s'appelle Le poids des mots et dans lequel on a fait tout un épisode autour du « mais pourquoi est-ce qu'on veut aller vite ?» en fait. À quel moment la rapidité a pris le pas sur même la notion de fierté d'avoir produit? Alors, bien sûr qu'il y a des moments, et c'est ce que toi, tu vas traiter juste après, où la rapidité est super et nécessaire, mais parfois, prendre le temps d'avoir produit, c'est bien plus réjouissant que de demander à une IA. J'avoue, je l'ai vécu plusieurs fois dernièrement où il y a des choses que j'ai ultra déléguées et au final, j'avais presque aucun affect avec cette chose que j'avais déléguée, alors que d'autres où si je dis des gros mots, où t'en as chié, où t'as mis tes tripes dedans, t'es tellement fier, alors que ton truc il est peut-être tout pourri, mais t'es tout fier de ton truc tout pourri. Mais et alors qu'un truc super stylé, mais t'as rien fait dedans, non. T'as aucun attachement et c'est pas top. Et c'est vrai que, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de poncer avec de l'IA pour faire une grosse stratégie marketing, je sais pas quoi. Et c'est vrai que j'ai pu pondre 30 pages. Hein.
Mais au final, je n'étais même pas allé dans le détail de chacun de ces points. Je l'ai fait lire à quelqu'un en disant, tiens, voilà la stratégie marketing. Elle a l'air pas mal, celle-là. Et il m'a dit, mais c'est tout flingué, ton truc, c'est tout pourri. Et c'est vrai que quand tu mets pas d'âme, ça marche pas des masses, quoi. C'est exactement ça. Pas des masses. Je suis absolument d'accord. Et pour moi, c'est exactement comme, je ne sais pas si tu connais, genou que tu es, les espèces de tableaux où tu avais des numéros et tu remplissais par couleur et à la fin, ça faisait un tableau. Oui, bien sûr. Des trucs comme ça, là, je crois que ça existe encore. Un enfant qui fait ça, à la fin, il a fini, bon, il est content, mais il est toujours moins content que quand il a fait un bon vieux bonhomme bâton pourri et qui t'amène et qui se dit « Regarde, maman, c'est toi ». Bon, c'est toi, bon, t'es un peu vexé, mais quand même. Et en fait, c'est un peu le sujet, c'est est-ce qu'on est obligé de faire parfait pour faire bien? Non. Et est-ce que parfois, on n'a pas plus de puissance en écrivant une phrase qui nous ressemble très fort qu'un texte pondu en 2 secondes de 30 lignes? Si. Donc là, c'est exactement la même chose. Nous, ce qu'on fait, on sait que ça fonctionne parce qu'en revanche, on a des KPI, on a la chance d'avoir des clients qui nous font des retours. Aujourd'hui, depuis la création d'Oxymore, dans l'année qui a suivi l'intervention, le moins haut, c'est 8% de croissance et on est allé jusqu'à 36%. Alors, 36%. Donc, personne n'a fait de décroissance suite à ton passage. Personne n'a fait de décroissance. Incroyable. Et en revanche, c'est un investissement. Donc, les gens se disent « Ouh là là, mais ça me coûte de l'argent ». Oui, mais quelque part, ça va en rapporter parce que ne serait-ce que nous, on pousse aussi, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais nous, on pousse aussi, on forme les gens de l'entreprise à savoir pourquoi on a dit ce mot-là, pourquoi c'est ça, et à savoir le narrer. Et quand tu as un commercial, donc c'est le métier qui arrive, tu utilises les mêmes mots que n'importe qui dans l'entreprise de façon consciente, qui les vit. Déjà, le devis, on le signe beaucoup plus vite parce que ce n'est pas le prix qui compte, c'est ce qu'on a vécu et ressenti. Et 2, quand derrière, on va parler avec d'autres, parce que le truc du commercial, c'est qu'après, il nous passe à d'autres. On va parler à d'autres, tout le monde va utiliser la même sémantique, ça a une puissance incroyable, et donc on reste. Il y a une captation qui est incroyable quand on a une charte. Il y a une captation, et il y a aussi un effet sympa en RH parce que les gens sont en cohésion, connectent entre eux, donc ont une fierté d'appartenance. Et ça, c'est pas mal, même pour le recrutement, c'est toujours pas mal. Et puis enfin, bien sûr, 3 quand même, il y a la reco. Surtout sur les métiers où on n'est pas nombreux, où on est presque même indépendant. Si tu sais raconter ta singularité très vite, très bien, la personne ensuite le constate, puisque c'était juste, on ne ment pas, hein, attention. Hein. Et la personne le constate, et elle dit à ses potes, « Ah, incroyable, et moi, j'ai fait bosser il a fait ça, parce que c'est ce que tu lui avais vendu, c'est ce qu'elle a vécu, donc elle l'a retenu. Donc, il y a une reco incroyable. Et en fait, c'est vertueux à plein de niveaux. C'est vrai que là, on a concentré sur l'IA dans la production, mais il y a aussi dans l'oralité. Non, c'est vrai. Et on le ressent chez Pilotis. Donc, nous, on a travaillé sur tous ces sujets-là depuis quelques années. Et c'est beaucoup plus simple pour les recrutements. Et de plus en plus, on a de retour de nouveaux collaborateurs qui arrivent qui disent c'est fou parce que c'est exactement comme ce que j'en attendais. C'est-à-dire que les posts qu'on voit de vous sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce qu'on attendait. Les newsletters que j'ai pu recevoir, les échanges que j'ai pu avoir sur les plateformes de recrutement avec vous, il y a une vraie cohérence sur tous ces sujets. Bien entendu, pour les clients aussi, c'est cohérent entre ce que va raconter Samy qui s'occupe de l'avant-vente et ce qu'on va avoir en production avec les chefs de projet, avec les designers, avec les développeurs. Et c'est vrai qu'il y a un côté sympa là-dedans. Alors, ça demande un peu d'investissement. Donc, je repose mes questions. Oui. Combien de temps ça prend ? Combien de personnes il faut mettre dans la boucle? C'est quoi le livrable? Combien ça coûte? Tout ça. En gros. Alors, évidemment, je vais te faire une réponse qui ne va pas te plaire du tout, parce que ça dépend. Pas de langue de bois. Et ça dépend, ça dépasse. Ouais. Je reboucle, parce que toi, tu disais, on est content parce que les gens nous disent, on s'attendait à ça. Moi, ma plus grande fierté, ça a été il n'y a pas longtemps, des gens qui m'ont dit, ah là là, c'est génial ce que tu écris sur LinkedIn. Je n'écris pas. Je n'écris pas sur LinkedIn. Mais si tout. Et en fait, c'est ma collaboratrice, donc Luna, gloire à Luna, qui est en charge des réseaux sociaux chez nous et qui a très bien adapté la charte d'Oxymore à tel point qu'on a l'impression que c'est moi qui parle et qu'en fait, pas du tout. Donc, c'est assez cool. Et donc, ça répond à la question de combien de personnes il faut. En fait, ça dépend. Si vous avez juste besoin de la charte lexicale, c'est-à-dire de créer l'élément langage, ça prend une personne. Alors, moi ou ma collaboratrice Émilie,
Les Bref. clients, il faut impliquer combien de personnes? Les clients, ça dépend. Bah, quand tu es solo, j'ai envie de te dire toi, et c'est déjà pas Mais mal. prenons une PME de 50 personnes. Oh, il n'y a pas besoin. Alors déjà, plus il y a d'avis, plus il y a de bordel. Donc, c'est pas Mhm. mal aussi de limiter. Pardon pour le gros mot également. En général, moi, j'aime bien qu'on fasse une petite pool d'ambassadeurs. Donc, Mhm. disons qu'on est à maximum 8, max. Ok. Ah, Et moi, on quand m'a on est toujours dit, il ne faut jamais dépasser 7. Toi, tu es et quand passé à on est 8. Non, moi, Content. c'est 8. Et un Ok. nombre pair, très important. Ah, ok. Toujours un nombre pair, parce que c'est intéressant le dialogue aussi parfois. Il faut Mhm. que les gens puissent se sentir un peu en proximité avec quelqu'un, même juste Ok. pour créer. Ce que tu me demandais tout à l'heure, les conditions, il faut que les gens se sentent en confiance. Tu n'arriveras Mhm. pas à parler si ce n'est pas le cas. Ok. Donc, 8 personnes, gros max. Max. Ouais. Et donc, tu as Idéal, la direction, responsable idéal marketing, 6. responsable commercial. Ouais, Ouais. écoute, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié dans une grosse boîte, pour le coup, industrielle, avec une grosse chaîne de Mhm. production, quelqu'un qui était sur la chaîne de production et qui est Mhm. arrivé le premier jour en mode pourquoi je suis puni, mais qui me regardait vraiment comme l'ennemi. Enfin, même Mhm. moi, je me suis dit, mais le pauvre, en fait, il se dit, ils m'ont fait venir parce que c'est le dîner de con. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ce Mhm. mec-là, je sais que neuro, il était en souffrance. Il se disait, Mhm. j'ai pas ma place. Et en fait, évidemment, que bien sûr qu'il avait sa place et que c'était génial d'avoir l'apport de quelqu'un qui fait, qui produit et qui donc peut répondre à plein de trucs que les mecs dans les bureaux ne connaissent pas. Et ça, c'était très Mhm. chouette. Donc non, le piège, justement, c'est de penser juste la direction ou le marketing. Mais que nenni, le marketing a souvent plus de freins parce qu'il y a un côté on a toujours fait comme ça, qui ont du mal à dépasser, alors que la prod est géniale. Un commercial important, toi, quelqu'un qui va quand Mhm. même avoir aussi le retour client, ce qu'on en dit. Et puis moi, Ouais. j'aime bien le candide. Ou l'alternant, Ok. le stagiaire, le mec qui a rien de. Qui est là, qui débarque, qui regarde et qui dit alors moi, je n'avais pas compris ça. Je trouve Mhm. ça génial. Ok, bon, top. Et combien de temps ça prend? C'est 12 Alors, ateliers d'une demi-journée? toujours C'est... pareil. Si on est juste sur la charte lexicale, Ouais. ça va être. Non, c'est plus que ça quand même. C'est 3 ateliers d'une demi-journée, voire 4 en fonction Mhm. de Ouais. jusqu'où on pousse. Mhm. Ensuite, si on est sur la charte lexicale plus la plateforme de marque, bah, évidemment, on ajoute. Et là, c'est mon équipe qui va aller Mhm. fournir la plateforme de marque, le livrable de la plateforme de marque. Et puis parfois, on a ensuite la production des textes, d'éventuellement même d'animer les réseaux Mhm. uniquement LinkedIn. On ne fait que la charte sémantique, donc le mot pur. Et puis surtout, très important, la formation. Si on prend une formation, on va aller jusqu'à un séminaire. Ça peut être un peu en temps long. Mais un Ouais. séminaire d'entreprise autour de l'identité, c'est quand même hyper puissant. Tout à coup, les gens vivent les mots, c'est super chouette. Et donc, forcément, le prix varie entre 3 ateliers d'une demi-journée et 3 ateliers plus un site, plus un séminaire. C'est pas la même enveloppe, Ça quoi. commence à prendre du temps. Ok, ça marche. D'ailleurs, on parle de. Enfin, je ne sais plus si tu as parlé de LinkedIn, mais si Oui, j'en vous ai parlé. voulez. Ouais, si vous voulez pas rester en contact avec Sonia, n'hésitez pas à la rajouter directement sur LinkedIn. Donc, Sonia Vignon, je vous mets le lien vers son LinkedIn dans le chat. Donc, n'hésitez pas à l'inviter et à mettre dans l'invitation que c'est en lien avec le webinar. Pareil pour moi, je vous mets le lien vers mon LinkedIn aussi, Julien Deromo. Et donc, si vous avez la moindre question avec ce qui vient d'être raconté ou autre, bah, n'hésitez pas. Et comme ça, on pourra parler de tout ça. En termes de livrable, du coup, à quoi, je sais pas, c'est combien de pages une charte lexicale ou une plateforme de marque? Pareil, hein, Alors, la grosse charte règle. lexicale, c'est un petit peu moins quand même. Mais disons que la charte lexicale, on est quand même sur 12 pages minimum parce que Ok. il y a beaucoup de mots expliqués, Mhm. il y a beaucoup de Ouais. contexte. Le public est hyper creusé, il est hyper. Bref. Et puis bon, on a un problème de je parle beaucoup. Mhm. Je parle beaucoup même dans nos livres. Ça peut aller jusqu'à une quarantaine quand évidemment il y a La euh, totale. la totale. Et Donc, puis entre 12 surtout, pages et 40 pages. Ok. ouais, et puis surtout, souvent, on travaille, tu vois, avec toi, notamment avec Pilotine, où on va après se mettre en relation avec les gens qui vont faire vivre tout ça et en faire un Mhm. site internet et en faire quelque chose de palpable, de manière à ce qu'en fait, en leur transmettant ça, et même pour eux, c'est des guidelines de dingue, ça va hyper vite en fait, ça aide Incroyable. beaucoup. Et après, on fait de l'humain ensemble. Donc, Incroyable. tu veux qu'on fasse un bébé? Non, non, on va faire de l'humain, on va mettre des belles photos des gens sur Tinder. Et du coup, dernière petite question, combien ça coûte? Parce que Eh ben, là, hein, tu fais pas de langue de bois. Alors, combien ça non, coûte en non, moyenne? moi je fais pas. Ouf.
Bon, j'ai passé l'âge. On est sur 3 400 € au minimum du minimum. Enfin, du minimum, on est déjà sur toute la charte lexicale et le livrable et au moins un post LinkedIn fait. Et puis, évidemment, quand on va aller jusqu'au séminaire, aux formations et tout ça, alors on est Calliope. Je le dis quand même parce que ça peut monter à 20 000. Ok. Donc la ça totale. Va de 3 000 et quelques à 20 000 € en fonction de ce qu'on veut faire. Et du nombre de gens à former aussi. Et du nombre de gens à former. Eh bien, top. Un grand merci pour tous ces éléments. Donc, n'hésitez pas à préparer vos super questions. On va passer à la suite, parce qu'on voulait faire le lien quand même avec l'IA rapidos, mais c'est bien. Tu vois, on a laissé 45-50 minutes pour la base, et c'était ta partie. Oui, et là, maintenant, on va c'est voir. beaucoup plus long que prévu. C'est très bien. C'est très bien. Et on va regarder comment utiliser tout ça maintenant avec l'intelligence artificielle. Et ça va être ma partie, mais n'hésite pas à me tacler au passage ou à donner des explications complémentaires par rapport à ce que je vais montrer. Allez, moi j'espère que vous êtes tous prêts. Alors, je vais aller assez vite, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et je veux garder du temps pour les questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas à re-regarder tout ça en replay, à le mettre en plus lent, mais je vais dépoter puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, comment utiliser l'IA comme un assistant puissant une fois qu'on a les bases logiques? Alors, il faut savoir que, par exemple, si on parle de ChatGPT, c'est des outils de conversation à la base, qui sont certes basés sur de l'intelligence artificielle générative, ou appelée LLM, mais ça reste des outils de conversation. ChatGPT n'est pas lui-même une intelligence artificielle. C'est un outil basé sur l'intelligence artificielle, capable de créer du texte en langage naturel. Il existe plein de concurrents, on en a partout, vous en croisez de partout. ChatGPT, Gemini, vous avez entendu parler aussi de Mistral, tout ça, il y en existe toute une tonne. Si je me concentre sur ChatGPT, c'est parce que c'est le numéro 1. Les outils qu'on utilise, par exemple, chez Pilotine, on retrouve ChatGPT, on va retrouver TLDV pour faire de la captation de visio, récupérer tout ce qui s'est dit pendant les visios. On utilise Gamma, potentiellement pour aider à la création de PowerPoint. C'est un outil qui permet de faire des PowerPoint via de l'IA aussi. Notebook LM de Google, des outils d'automatisation comme Zapier, Make, N8N, etc., etc. Vous pourrez retrouver tout ça sur la presse qui vous sera partagée. Alors, comment ça marche tout ça? Et ce sont des slides que j'ai piqués à Yannick Soquet, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle à Lyon et qui fait du consulting là-dessus. Donc, n'hésitez pas à le contacter pour rendre à César ce qui est à César. Quoi qu'il en soit, nous sommes sur un système probabiliste. Ce qui veut dire que si on pose la question « Quelle est la capitale de la France ?», il va, dans un contexte de probabilité, nous sortir que Paris est la capitale de la France, parce qu'il a vu que c'était la réponse la plus probable par rapport à tout ce qu'il a trouvé sur Internet et toutes les documentations qu'il avait eues. Si la majorité des textes avaient dit c'est New York, eh ben, il aurait sorti New York, alors que tout le monde sait que c'est Paris. Donc, on est vraiment sur de la probabilité. Comment est traité un prompt? Eh bien, quand vous dites, voilà, fais-moi un post LinkedIn sur les bonnes manières d'utiliser l'IA générative, par exemple, eh bien, il va analyser des mots et des groupes de mots. Il va tout disséquer en disant, il y a fait, moi, un, post LinkedIn, etc. Il va dire, OK, fais-moi, ça semble être une instruction. Post LinkedIn, c'est un type de contenu. Bonne manière, c'est un cadre éthique, pratique, et IA générative, ça a l'air d'être le sujet. Donc, on lui dit ça, et lui, en fait, il va décomposer tous les mots. Et après, il va faire des stats, il va faire des probas. Par exemple, il va se dire que dans 35% des cas, le post va commencer par un emoji fusée. Dans 40% des cas, le second mot sera comment. Après, ça sera utilisé. Après, ça sera efficacement. Et à la fin, il vous sortira ça. Comment utiliser efficacement l'IA, nanana. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des emojis fusés. Et Sonia, tu en parlais au début, c'est cramé que les posts sont faits avec de l'IA. Donc, typiquement, si vous mettez des emojis fusés dans vos posts, sachez que ça fait comme si c'est cramé. Et en fait, l'IA, elle est bête, entre guillemets. Elle se dit, bon, 35% des cas, il y a une fusée, je vais la mettre de partout. Parce que en termes de proba, il y a plus de chances qu'il y ait une fusée. Il ne va pas se dire, ah tiens, là, je ne la mets pas pour faire genre, c'est pas de l'IA. Il va la mettre à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des contenus qui se ressemblent tous, qui deviennent insipides, etc., parce que c'est un outil probabiliste. Donc, le top 10 quand même des usages de l'IA, ça va être de produire du contenu. Bon, on a aussi généré des nouvelles idées, corriger, reformuler des textes, synthétiser des informations, traduire, etc. On va se concentrer quand même sur les 69% de production de contenu. Et c'est là où on a besoin de travailler cette stratégie en amont, comme tu en parlais, Sonia. Donc pour ça, il faut faire des prompts.
Les prompts peuvent être assez simples, mais un prompt, ça va être un ordre à exécuter par ce chat qui va reposer derrière sur l'intelligence artificielle. Et pour trouver des idées de prompt, alors moi, ChatGPT aide énormément, mais sinon, il y a votre petit cerveau qui peut aider. Vous pouvez trouver des tutos sur YouTube, sur Google. Vous pouvez trouver plein d'infos sur comment faire des bons prompts. Si on doit donner 6 étapes, ça serait celle-ci. Le 1, il faut donner un rôle. Tu es le responsable marketing de Pilotine. Tu es Sonia Vignon et tu veux te mettre sur Tinder. En 2, voilà, l'objectif. Je souhaite me lancer sur Tinder. En 3, je donne des instructions claires. Je souhaite trouver un mec beau gosse avec des super tablettes. Enfin, j'en sais rien, on invente son truc, mais on donne des instructions claires. Ou je souhaite juste trouver des clients, trouver des prospects dans le domaine du chocolat, par exemple. En 4, je donne des exemples. Par exemple, Lindt, Ferrero Rocher, ou que sais-je. En 5, il va nous proposer des choses, donc il faut garder un esprit critique. Et il va falloir reformuler derrière. Donc là, l'exemple, je définis le rôle, responsable commercial d'une entreprise de production de chocolat. 2, je définis l'objectif. Je souhaite trouver des nouveaux clients en Ile-de-France. Tu vas me lister des sociétés dans le domaine du BTP. J'ai besoin du nombre de salariés, nanana. Par exemple, Vinci Construction. Et il nous fera un joli tableau avec 10 sociétés dans le domaine du BTP qui sont en Ile-de-France en me donnant toutes ces informations. Derrière, bien entendu, garder un esprit critique et on va aller voir tout de suite les petits tips pour exploiter pleinement l'IA, pour l'aider à reformuler tout ça. Là, je vous ai mis en vrac quelques tips que j'aime bien utiliser et qui fonctionnent super bien. Alors, je n'ai pas dit, le tips numéro 1, on vient d'en parler pendant 50 minutes, c'est lui donner suffisamment d'informations sur qui vous êtes, à qui vous vous adressez, comment vous vous adressez à eux, pourquoi, votre vision, vos valeurs, votre positionnement, tous ces éléments dont on vient de parler. Donc, ça peut prendre la forme d'une charte lexicale, d'une charte éditoriale, d'une plateforme de marque, de plein de documents que vous allez pouvoir lui donner. C'est ce qu'on appelle la base de connaissances. Plus cette base de connaissances et votre stratégie sera fournie, plus les résultats seront excellents. Enfin, excellents, non, seront bons. Et après, vous allez rajouter votre expertise pour les rendre excellents, bien entendu. Quelques petits tips. N'hésitez pas à hésiter à lui demander « Qu'as-tu compris de ma demande ?» De lui dire « Merci de me poser 3 questions complémentaires pour enrichir ma demande. » De lui dire « Attends mes prochaines instructions » parce que sinon, à chaque fois, on lui demande des trucs et il commence à nous répondre alors qu'on n'a pas tout dit. Il y a besoin de le challenger, comme avec une autre personne, dire « Ah non, je le veux plus comme ci, je le veux plus comme ça. » Le faire étape après étape. Par exemple, moi, pour faire des articles de blog, je recommande de dire d'abord, je choisis mon titre. Après, je vais dire, fais-moi le premier paragraphe. Attends, on corrige ce premier paragraphe, il n'est pas top. Après, on passe au paragraphe numéro 2, numéro 3, le titre 2, le titre 3, etc., etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, au niveau de l'interface de ChatGPT, que je vais vous montrer ici. Hop. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que vous avez ici en haut à droite, je ne sais pas si vous êtes tous allés en haut à droite, vous avez plein de trucs, notamment personnaliser ChatGPT. Et c'est là où vous allez mettre toutes vos instructions. Par exemple, moi j'ai dit, je souhaite qu'il soit clair et concis, enthousiaste et motivant, franc et direct, et on raconte plein d'autres trucs. Ensuite, on va un peu plus se présenter. Qui on est? Je suis Julien Doromo, fondateur de Pilotine, une agence spécialisée sur WordPress, prospection digitale, et on va raconter un petit peu toute sa life. Donc ça, typiquement, ça peut être une extension de ce que tu pourrais faire. Sonia, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà fait, mais tu pourrais dire que toi, tu vas aider les gens à décliner pour remplir ces éléments-là sur leur outil d'IA préféré, pour dire, voilà, mieux définir le ton, mieux définir les informations en amont pour qu'on ait ce socle de base qui soit assez puissant. Et ensuite, quand on va poser des questions, c'est là où on va pouvoir donner des informations complémentaires. Donc, j'ai fait un petit test sur ChatGPT, par exemple, où j'ai donné juste la plateforme de marque de Pilotine. Donc, la plateforme de marque, c'est ce document. Nous, on a combien de slides? On en a 34, donc on l'a fait sous forme de slides. On met ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On précise alors nos personas. Toi, tu avais parlé de tes profils, dans des cibles. Comment tu les appelais, toi, déjà? Public. Les publics, pardon, les publics. Donc là, on a nos personas, on a pas mal de choses, comment on s'adresse aux gens, l'historique. Voilà, on définit plein de choses sur notre plateforme de marque. Et j'ai donné tout ça en disant, voici la plateforme de marque de Pilotine. Est-ce que tu peux me faire un texte de 100 mots pour dire que les équipes de Pilotine vont participer à un match de foot avec le PSG? Bon, ça n'a strictement aucun sens, parce qu'on ne va pas faire de match de foot avec PSG, mais on s'en fout. Le but du jeu, c'était juste de voir comment il allait faire. Et donc là, on est sur les marins de Pilotine en fil et campo. Déjà, il est fort, il sait qu'on s'appelle les marins. Notre équipe, là, il a repris nos valeurs incroyables. Enthousiasme, dépassement de soi et partage.
et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'il est allé chercher là-dedans. Il sait qu'on fait du WordPress, il sait qu'on fait pas mal de choses, il sait qu'on veut ICO, les projets digitaux de nos clients, etc., etc. Donc, plus vous allez être précis dans votre demande, plus il pourra s'exprimer comme vous. J'ai fait la même chose avec Oxatis, qui est une plateforme qui permet de faire des sites e-commerce. J'ai donné la charte éditoriale que j'avais trouvée en ligne et je lui ai dit, bah, fais-moi pareil. Tu me fais exactement le même prompt, 100 mots pour dire qu'on va participer à un match de foot avec le PSG. Et bien là, il va me présenter autre chose. Il va dire, voilà, chez Oxatis, on développe du business en ligne, mais on sait aussi célébrer les victoires. Je crois qu'ils sont un peu plus sur le côté pro et relax. J'aurais pu demander, voilà, qu'est-ce que tu retiens de cette charte éditoriale? Et ChatGPT arrive à sortir l'essence de ce qu'on raconte après derrière. J'ai fait la même chose avec Decathlon, qui avait mis en ligne sa charte aussi il n'y a pas longtemps. Voilà, Decathlon monte sur le terrain avec le PSG, le sport rassemble, donc ils sont vraiment sur le côté équipe, rassemblement, faire bouger les lignes. Ils ont même remis la punchline, la Move People Through the Wonders of Sport, incroyable. Et encore la même chose avec la fédération Sinov, que je ne connais absolument pas, je ne sais pas ce qu'ils font, mais je l'ai trouvé sur Internet. Et il m'a sorti encore un autre texte, où là, cette fois, ça parle plutôt d'intelligence collective, d'audace, d'esprit de transition. Pourquoi pas, si ça fait partie de la charte éditoriale, de la sémantique, du champ lexical de l'entreprise. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça déjà, Sonia? Si tu dois nous donner un petit avis éclairé un peu là-dessus. En effet, quand tu as une bonne charte, mais même une plateforme de marque, une bonne plateforme de marque, plus il y a de slides, mieux c'est, plus c'est complet, mieux c'est, plus c'est précis, mieux c'est. En fait, le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'on part du principe que c'est intelligent. Or, ça n'est pas le cas. Et en effet, ce que tu dis est juste, c'est que c'est prédictif. Ce n'est pas intelligent, c'est prédictif. Donc, en fonction de, ça adjoint. Le problème qu'on a et qu'on aura sans doute prochainement, c'est que de plus en plus de gens sur Internet, ceux qui prennent la parole sont souvent, par exemple, on a eu beaucoup plus de gens qui ont pris la parole pendant le Covid contre le vaccin que pour. Et on a aujourd'hui beaucoup de gens, par exemple, qui sont platistes et qui prennent la parole là où les gens convaincus que la Terre est ronde ne le font pas. Donc, on risque d'avoir à un moment le fait que la nourriture de ChatGPT sera la mauvaise nourriture et on va avoir les mauvaises infos. Voilà. Donc là, on voit bien que comme c'est nous qui nourrissons, on prend moins de risques avec le sujet. Après, moi, je suis intervenue dans une boîte il n'y a pas longtemps. Ils avaient un outil interne, parce qu'ils ne pouvaient pas mettre en externe. Ils pouvaient créer leur propre ChatGPT interne. Alors, et en fait, le truc avait 4 ans, et c'était très drôle, le président de la boîte n'était pas le bon. Mince alors, c'est con ça. Oui. Ça, c'était très, très drôle quand même de dire « Ah ouais, là, on est bien ». Donc, il faut juste faire attention avec le fait que les contenus peuvent être hyper erronés, quoi. Il ne réfléchit pas le truc, hein. Il pose les contenus. D'ailleurs, petite fonctionnalité intéressante sur ChatGPT et d'autres, hein, c'est que vous avez la possibilité d'avoir une mémoire et l'outil va mettre en mémoire certains éléments. Bien entendu, il faut choisir ce que vous mettez en mémoire et ce que vous ne mettez pas en mémoire. Donc, il va vous le proposer à chaque fois. Si vous lui mettez une affirmation, par exemple, Julien Doromo est le capitaine de Pilotine, et ben, il va dire, OK, mise en mémoire. Si c'est une information que vous ne souhaitez pas réutiliser plus tard, il faut bien entendu l'effacer, mais vous avez possibilité d'ajouter des éléments dans la mémoire et d'en retirer. Et moi, je m'amuse. J'enrichis régulièrement cette mémoire, comme ça, les réponses sont de plus en plus pertinentes aussi. Si on descend, après, j'ai demandé, quelle plateforme de marque ou charte éditoriale est la plus complète selon toi, et de donner une note à tout ça. Bon, je vous fais le résumé rapide, sans mystère, c'est Pilotine qui remporte la palme avec une belle note de 19 sur 20, Decathlon 17 sur 20, Oxatis 15 et Sinov 14. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il va nous donner des informations de ce qu'il va retenir. Voilà, il a même fait vision éditoriale, c'est clair, engagé, humaniste, nanana, tonalité indirecte mais perceptible, valeur bien formalisée. Par contre, pas beaucoup de consignes d'écriture. Par exemple, toi, c'est, je pense, la grosse partie sur laquelle tu vas faire la différence, Sonia, où il y aura des bonnes consignes d'écriture, les trucs à faire, les trucs à pas faire, les mots à utiliser, tout ça. Et pas d'exemple non plus, pas d'exemple concret. Donc, plus on va donner des exemples, nous, sur la plateforme de marque de Pilotine, on a mis des pitchs, on a mis même le pitch, bon, même si tu n'aimes pas les pitchs. On a mis les pitchs. Ça le 15 secondes. Voilà, le 15. Et bien justement, nous, on en a fait une version 1 minute, une version 30 secondes, une version 10 secondes, et ça permet de voir comment on s'adresse un peu à nos interlocuteurs. Et on a fait des versions par persona aussi, ce qui nous permet de voir comment on s'adresse à ces personnes avec la tonalité Pilotine pour respecter un petit peu tout ça. Quoi qu'il en soit, donc n'hésitez pas. Si vous avez un document
Et vous lui demandez la note en comparant. Comparez aussi à Decathlon, Xatis, Sinov ou voire Pilotine. Je pourrais vous envoyer, d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous, je crois, en sondage. Paf, publié. Seriez-vous intéressé d'obtenir le template gratuit de plateforme de marque? Enfin, c'est celui de Pilotine hein, qu'on a pu faire comme ça, si vous voulez vous amuser à faire ça. Et n'hésitez pas à le challenger. En gros, si vous avez une note de moins de 15 sur 20, contactez Sonia, elle vous fera remonter la note à 19 ou 20. Si vous avez une bonne note, c'est que c'est déjà pas mal, mais n'hésitez pas à challenger ça pour voir si un outil d'IA, par exemple, va y trouver son compte, va trouver les informations qui vont bien. Et si vous avez une mauvaise note, c'est là, il faut vous faire accompagner. Et après, potentiellement, vous pouvez raconter n'importe quoi, ou comme tu le disais, ça ne sera pas suffisamment différenciant. C'est-à-dire que, bon, techniquement, on a mis tout ce qu'il fallait dedans, mais ce n'est pas suffisamment différenciant pour que le prospect, le public, la cible, le persona puisse s'y retrouver et dire « Ah, j'ai envie de bosser avec cette boîte. Ouais. » C'est-à-dire qu'il y a le document en tant que tel, mais il y a aussi ce qu'on met dans le fond, quand même, qui va être important. Je fais un tout petit apport, justement, c'est qu'en fait, ce que tu dis sur la mise en mémoire est juste, et en l'occurrence, à la manière dont vous exprimez. Ça veut dire qu'il y a la plateforme de marque que vous allez donner, il y a le document, et puis il y a comment vous allez le faire intégrer, comment vous adressez. Je vous donne cet exemple parce que moi, il m'a scotché. Une boîte cliente, ils font des CRM, de l'informatique, et c'est vraiment des ingénieurs informatiques. Donc, en termes de communication, on est au niveau moins 1000, à peu près. Et ça reste humain. C'est terrible. Là, l'humain, bon. Et il y a des ingés informaticiens seniors qui s'agacent un peu avec une cliente, bref, et qui fait écrire tous ses mails par ChatGPT, ses mails. Et un jour, la cliente répond, elle met le boss en copie, folle de rage, et elle dit « En fait, j'en peux plus de votre condescendance. » Et le gars va dans le bureau de son boss en disant « C'est pas possible que j'ai été condescendant, c'est ChatGPT qui l'a écrit. » Et le boss lui dit « Bouge pas », il prend le mail, il le fout dans ChatGPT, il dit « Analyse en quoi ce mail est condescendant. » Et ChatGPT l'a analysé en disant « Voilà pourquoi il est condescendant. » Mais parce qu'en fait, ChatGPT se nourrit de ce qu'on écrit. Donc, si vous êtes condescendant, il va écrire condescendant. Et c'est le sujet de « il faut connaître son public ». Parce que si on ne s'adresse pas de la bonne manière à la personne, on va se faire piler. Là où, en fait, ChatGPT pourrait très bien, en effet, écrire les mails plus vite si on lui avait donné les bonnes instructions, notamment de respect au départ. Et oui, le respect. Le respect se perd, comme on dit. Et du coup, on va passer à la partie questions-réponses. Oui, j'ai ma super slide, moi, magnifique. Alors, questions-réponses. Bon, ça va être rapide. Hein. Donc, une super question. Alors, question de Fabien. Est-ce qu'on peut combiner cette importance du mot avec des objectifs d'intention de recherche pour le référencement naturel? Est-ce que tu es déjà intervenu là-dessus? Pas tout le temps. Clairement, en revanche, ça, c'est vraiment le cœur de notre métier parce que tous les gens qui viennent voir ont un sujet de SEO. Pareil, c'est comme professionnalisme. Personne ne te dira « Ah, moi, le SEO, je m'en fous. Je ne veux pas remonter. » Donc, il y a toujours la notion du SEO. Mais par exemple, on l'a fait il n'y a pas longtemps avec une entreprise qui n'était pas Pilotine et qui était moins pertinente. Et on a travaillé avec des joailliers. Et l'entreprise de SEO arrive en disant « Il faut qu'il y ait le mot alliance. » Alors oui, comment te dire, Bernard, on le savait en fait. C'est des joailliers. Alliance, ils vont l'avoir 10 000 fois. La question, c'est plutôt comment est-ce que tu arrives à le mettre dans des phrases sans que ça fasse SEO, justement, et surtout comment tu redonnes du sens à ce qu'ils font, eux, de spécifique. Donc, c'est très compatible, voire même, il est nécessaire de les combiner. L'un n'est pas... c'est pas autoporté, l'un ne va pas sans l'autre. Ok, top. Parfait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que ça devait être extrêmement clair puisqu'il y a pas des masses de questions et tout le monde dit que c'était super. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre un peu ce que vous avez pensé de ce webinaire. Si vous avez une dernière question, peut-être que toi, Sonia, il y a un dernier élément que tu voudrais mettre en avant qu'on se quitte. Moi, j'ai beaucoup parlé là quand même. Juste, oui, dire que le plus grand danger, que ce soit avec l'IA ou sans, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire le fait de dire quelque chose qui n'est pas la réalité ou qui n'est pas perçu comme la réalité et qui va faire un très, très gros effet négatif. Typiquement, une boîte qui dit « nous, on fait de l'humain » quand on voit bien que ce n'est pas le cas, que voilà…
ça va générer derrière des souvenirs assez négatifs. Et en fait, ce qui est important, si on doit garder quelque chose aujourd'hui, c'est que les mots qu'on utilise créent des souvenirs dans la tête des gens. Les mots ont du sens, du coup? Oh, j'ai envie de te dire oh oui. Et tu disais le poids des mots à un moment, ça pèse combien un mot? Alors, je vais te dire un truc. Pour avoir assisté à des conversations un peu touchy, je pense qu'il y a des mots qui pèsent plus fort qu'un point dans le visage. D'accord. Et Donc ça peut faire mal. Ça peut faire… En fait… Surtout en management ou dans les relations humaines. Le mot humaines. fait très mal. Et il peut être très beau. Les lettres d'amour, les chansons, l'humour le prouvent. Mais il peut détruire. On a des tas de gens qui font 30 ans de thérapie à cause d'un mot de leurs parents quand ils avaient 4 ans. Oui. J'ai fait un petit stage sur le sujet il n'y a pas longtemps et qui était très instructif là-dessus. Et effectivement, il y en a certains et ça peut durer très longtemps. Donc, vivement qu'on utilise plus sainement les mots. D'ailleurs, petit élément intéressant, j'utilise aussi ChatGPT pour essayer de faire des retours les plus constructifs possibles et tout en étant valorisant et tout ça auprès de collaborateurs quand je me sens en difficulté en disant putain, je ne sais pas comment aborder ce sujet-là. Et donc, du coup, vu que j'ai enrichi l'outil avec plein de bases de connaissances, plein de machins, plein de bidules, en général, voilà, j'aime bien utiliser l'outil pour ça. Et c'est vrai que ça permet des fois de se dire, mais waouh, mais je ne pensais pas qu'on pouvait le présenter de cette manière. Et au final, ça reste très positif, très optimiste, mais en même temps, on challenge la personne qui est en face de nous quand on a des choses à lui faire remonter, sans être justement dans le jugement, sans être exécrable et tout ça. Et donc, que ce soit pour des clients, parce que bon, tout ne se passe pas à perfection de partout. Donc, quand il faut dire des choses difficiles à certains clients ou à certains collaborateurs, pour le transformer en élément positif, là, l'IA, des fois, nous aide à prendre un peu de recul parce que nous, sinon, on va mettre beaucoup d'affect, beaucoup d'émotions, on va mettre tellement de choses qui ne servent à rien que des fois, j'aime bien, que pour les trucs qui sont complexes, utiliser l'IA pour faire, quand il faut faire un retour pour dire bravo. Bon, pas besoin de l'IA pour dire bravo. Ok, juste dernier petit sujet pour ceux que ça peut intéresser. Donc, du coup, on avait fait un webinaire avec Valentine, notre directrice artistique, sur la plateforme de marque, si ça vous intéresse. On avait parlé de ça. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans le chat. Et on a d'autres webinaires qui sont prévus chez Pilotine. Pareil, pour ceux qui sont intéressés, je vous mets les liens des prochains. On a comment financer son projet de site web en 2025, ça sera le 17 juin, et implémenter HubSpot de A à Z le 12 août. Et si vous avez d'autres idées de webinars qu'on pourrait faire, de contenu qu'on pourrait créer, je suis extrêmement preneur de votre avis. En tout cas, les gens nous remercient d'avoir eu du franc-parler. Donc, bravo Sonia. Je pense que ton exemple sur Tinder a fait mouche. Donc, c'était incroyable. Voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit au revoir avant de nous quitter. Sonia, un grand merci pour tout ce partage d'expertise. Tu as été très humaine. Donc, je t'en remercie pour tout ça. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon appétit. À bientôt. À bientôt. Salut.